promouvoir cette année des compétences et surtout valoriser les projets qui ont été labellisés et les actions portées par chacun, ce que l'on a l'habitude d'appeler les acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle en France. Depuis le début de la matinée, donc, nous avons entendu différents intervenants parler de stratégie, d'enjeux, de gouvernance en matière de compétences, mais également de métiers en tension ou métiers émergents. Nous allons maintenant donc évoquer ces compétences avec les porteurs de projets. On l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de la matinée. 2023 a été choisi par la Commission pour être l'année européenne des compétences. On le sait, il s'agit d'une année glissante puisqu'elle va se terminer le 8 mai prochain. Elle vise, comme l'a rappelé Madame Branch, elle vise à valoriser et à mettre en valeur les apprentissages tout au long de la vie. Une terminologie européenne peut-être, que cet apprentissage tout au long de la vie. Cela regroupe bien entendu pour notre système français la formation initiale et la formation continue, terme que nous avons l'habitude d'utiliser. On le verra néanmoins dans un instant, il ne s'agit pas d'un one-shot. L'année européenne des compétences, c'est une année, mais cette thématique et la valorisation des compétences va perdurer dans les années à venir et on le verra à travers les projets, du moins certains d'entre eux qui ont été présentés. Les compétences, le développement des compétences, c'est donc l'affaire de tous. C'est aussi une affaire de tous les jours et pour longtemps encore. Nous allons donc entendre ces différents témoignages, notamment avec une entreprise, avec une région, avec les partenaires sociaux, et tout ceci donc aux côtés de la représentante de cette année européenne des compétences en France, vers qui je me tourne maintenant. Madame de Brunhoff, donc vous êtes la coordinatrice adjointe pour la France de cette année européenne. Adjointe, donc on l'a déjà cité, de Monsieur Gilles Gâteau, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Le haut commissaire l'a également indiqué, les compétences, c'est l'affaire de tous, plusieurs projets ont été portés. Une première question, tout d'abord, quelles étaient les attentes et quels sont les points forts de cette année européenne pour la France? Un micro. D'abord, je voudrais commencer par vous remercier d'avoir organisé et d'avoir, Centre Info a soutenu tout au long de l'année l'action qu'on a pu mener sur cette année européenne des compétences. Donc, je tenais à le dire là. Sur les objectifs de cette année européenne, la décision qui avait été publiée en 2023 rappelait 4 grands objectifs: promouvoir des investissements accrus, plus efficaces, plus inclusifs dans la formation et le renforcement des compétences, veiller à ce que les compétences soient adaptées aux besoins du marché du travail en coopération avec les partenaires sociaux et les entreprises, mettre en adéquation les aspirations et les compétences des citoyens avec les possibilités offertes sur le marché du travail, en particulier en prenant en compte la transition écologique, numérique et bien sûr la transition démographique qui a été largement évoquée tout à l'heure, et enfin attirer des personnes de pays tiers possédant les compétences dont l'Union européenne a besoin. Alors, du coup, pour nous, l'année européenne des compétences a permis réellement de donner une impulsion, un soutien à tous les acteurs de la formation et de l'emploi. Elle a permis aussi de valoriser les projets qui se montent un petit peu partout et puis de donner une cohérence d'ensemble à ce qui pouvait s'accomplir en France. Donc, de ce point de vue-là, c'était extrêmement bénéfique. Ça a permis enfin de donner une visibilité par un process de labellisation très simple via l'Union européenne, de permettre aux différents acteurs d'apparaître sur cette carte européenne et de pouvoir interroger cette carte et de voir qu'il y avait d'autres pays qui avaient les mêmes problématiques. Ça nous a enfin permis de prendre conscience à la fois des atouts et des difficultés que l'on pouvait retrouver dans les
différents pays européens, et notamment tout cet enjeu de former et de former tout au long de la vie. Bien sûr, enjeu de la formation initiale, de l'éducation, ça a été souligné, mais aussi de trouver des moyens efficaces ou de développer des moyens efficaces de former tout au long de la vie pour permettre à chacun d'avoir un parcours à la fois adapté à ses besoins du marché du travail, mais aussi adapté aux besoins de l'individu et à ses souhaits. Voilà un petit peu ce qu'on a pu faire développé au pendant cours de cette année. En tout cas, voilà. on l'a vu, donc une valorisation à travers une thématique de labellisation, des projets qui devaient être déposés sur une plateforme, et notamment celle de la Commission européenne. Très souvent, on nous dit c'est compliqué l'Europe, mais il faut l'avouer, le dépôt de ces projets était quand même assez simple. Il n'en demeure pas moins lorsque, tout en vous accompagnant, Centre Info a communiqué sur cette année européenne, sur le principe de déposer des projets pour obtenir ce label. Assez régulièrement, une question nous était posée, mais qu'est-ce que j'y gagne et est-ce qu'il y a des financements derrière? C'est vrai que cette question des financements a toujours été posée. On le sait, vous allez le dire, il n'y avait pas de financement. Donc, c'est quoi derrière et comment faire venir ces personnes vers l'Europe et vers la labellisation? Alors, d'abord, je dirais pour la gloire, c'est ce qui est très important. Et ensuite, il faut aussi souligner qu'il existe de nombreux moyens financiers de soutenir l'action en matière de formation et d'emploi, les financements du Fonds social européen, l'action menée par, en France, l'agence Erasmus+, qui soutient fortement toutes les opérations de mobilité. Je salue d'ailleurs ses représentants ici. Et donc, ce sont tous ces moyens qu'il faut mobiliser. Et puis, on a en France aussi une série de dispositifs qui ont été notamment cités par le haut-commissaire tout à l'heure, qui permettent de travailler à la formation et à l'emploi. Donc ce sont ceux-là qui sont parfois mal connus, qui sont parfois sous-utilisés, qu'il convient de mobiliser pour l'acquisition des compétences. Alors, certains sont bien connus. A été cité le CPF tout à l'heure, qui a effectivement beaucoup retenu l'attention en Europe et qui a connu un développement extrêmement important, puisqu'on est à près de 2 millions de formations financées l'an dernier, avec un public aussi composé pour un tiers de demandeurs d'emploi, avec un public qui est à 40% constitué de personnes qui n'ont pas de diplôme, donc qui touche cette partie de la population qui est difficile à mobiliser, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on a ces dispositifs, d'autres sont moins connus, des dispositifs d'accompagnement dans l'emploi, et qu'il convient là aussi de mieux mobiliser ce qu'on a plutôt que de financer en plus. Donc, on comprend en fait que cette année européenne et ces projets cherchaient à valoriser, à faire connaître les actions des uns et des autres, à partager tout simplement avec les acteurs européens. Lors de ces différentes interventions, le commissaire à l'emploi, Nicolas Schmit, indiquait qu'il faudrait une décennie pour une année européenne, enfin plus d'une décennie pour cette année européenne. Madame Branch l'a évoqué également lors de son intervention. Il faut en fait une action continue en faveur de l'acquisition des compétences, notamment donc dans des secteurs, on a l'habitude de citer régulièrement la transition écologique, l'environnement, le numérique, mais pas que. Est-ce que vous partagez ce point de vue et quelles sont alors les suites de tout cela? Alors, pour nous, c'est une évidence et c'est extrêmement important de mener cette action dans la durée, mener cette action de qualification, d'orientation vers les nouveaux métiers, ça a été dit, et ça, c'est effectivement les enjeux pour les années à venir. Ce sont les enjeux des dispositifs qui ont déjà été évoqués par le haut-commissaire sur le développement de l'apprentissage, la réforme des lycées pro, la réforme aussi de tout ce qui est validation des acquis d'expérience. C'est un point qui nous paraît fondamental pour aider
ceux qui, justement, souhaitent changer, souhaitent adapter leur parcours professionnel dans cette trajectoire. Donc, pour nous, c'est vraiment un point sur lequel il convient de tirer tout le potentiel des dispositifs qui sont, ou qu'il faut modifier, qu'il faut adapter, etc. C'est un vrai enjeu. Ce que l'année européenne nous a permis de voir, c'est la variété et le dynamisme des porteurs de projets. Avec, on a eu à la fois des projets portés par des acteurs publics, par des entreprises, ça sera développé, par aussi des associations. Les Compagnons du Devoir ont développé, par exemple, des projets très intéressants sur la formation professionnelle. On a aussi, par exemple, eu au cours des webinaires que nous avons pu organiser, l'intervention des campus des métiers, d'une représentante des campus des métiers et des qualifications, qui constitue vraiment un dispositif de qualité, mobilisant tous les partenaires sur un territoire donné pour permettre le développement et l'acquisition de compétences et de métiers sur les métiers et les filières d'avenir. Donc cette année a permis justement de mettre le focus là-dessus, et c'est pourquoi il faut surtout continuer et développer ces différentes modalités et dispositifs pour l'avenir. Voilà. Merci. Donc cette année européenne était plus un tremplin qu'une simple valorisation de ces projets. Vous l'avez évoqué donc avec différents acteurs représentés. Je vais me tourner maintenant vers Madame Pauline Lefiblec. Vous êtes directrice compétences et formations au sein d'Engie Solutions, une filiale du groupe Engie, Engie que l'on ne présente plus, hein, mais voilà, Engie Solutions a déposé différents projets, et notamment deux nous ont un peu marqués, puisqu'ils ont été en mesure de nous montrer toute l'étendue de projets qui pouvaient être déposés tout en utilisant les dispositifs nationaux. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez en quelques mots nous présenter Engie Solutions, donc en 2-3 phrases avant d'aller vers ces projets? Alors, Engie Solutions, c'est un groupe industriel qui accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Nos clients sont aussi bien des villes, des collectivités, des entreprises tertiaires. Nous sommes 16 000 salariés en France qui travaillent sur des métiers d'avenir au cœur de nos préoccupations. Et donc, nous avons une direction des ressources humaines qui est engagée et convaincue de l'importance d'accompagner nos salariés dans leurs compétences, non seulement en capitalisant sur leurs compétences, mais également en les accompagnant dans la montée en compétences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment envie de donner un nouvel essor à l'apprentissage avec des projets structurants. Et nous étions ravis que la Commission européenne ait dédié une année aux compétences et surtout d'avoir labellisé 2 de nos projets. Alors, on en arrive justement à ces fameux projets qui ont obtenu le label de la Commission européenne, des projets qui, si je résume très rapidement, qui offrent des parcours de formation, et notamment pour les demandeurs d'emploi, mais également pour les salariés. Cette approche-là aussi était voulue par vous, d'avoir ces deux publics? Le premier, c'est qu'il fallait qu'on fasse face à notre fort développement et à la pénurie et à la tension du marché de l'emploi. Donc, du coup, on a mobilisé un dispositif de POE, préparation opérationnelle à l'emploi, qui est un dispositif tripartite entre France Travail. On a mobilisé un partenaire, un organisme de formation, et nous, donc Engie Solutions en tant qu'employeur. Notre but était vraiment de former avant de recruter et permettre une réinsertion rapide à l'emploi. Alors pour ce faire, on a créé des parcours sur mesure, des parcours de 400 heures de formation avec un quart d'immersion sur nos sites pour que les demandeurs d'emploi puissent comprendre le quotidien de nos salariés et de leur futur emploi s'ils vont jusqu'au bout. Et ça a été l'année dernière, on l'avait que sur l'Île-de-France, et ça a été une réussite parce qu'on a eu un taux de retour à l'emploi de 85%. Donc c'était une très belle réussite. Et je tiens à souligner le fort accompagnement de France Travail sur le sujet, non seulement sur le sourcing, mais également sur le financement du projet, du dispositif de formation. Comme quoi, labellisation et financement peuvent se trouver à un moment donné. Donc ça, c'était le premier parcours, aller chercher des demandeurs d'emploi pour les intégrer, on va dire, dans le monde économique, mais beaucoup d'entre eux sont restés chez vous. Exactement, oui.
Pour un deuxième parcours. Pour la deuxième parcours, le suite, c'est qu'une fois qu'ils sont embauchés, ils rentrent dans le dispositif NJ Solutions et d'accompagnement de développement des compétences. Et ces salariés, on leur permet de continuer à monter en compétences. 400 heures, c'est pas suffisant pour pouvoir exercer le métier, donc pouvoir renforcer leurs fondamentaux. Et donc, ils rentrent dans un parcours certifiant, donc de niveau bac, qui est reconnu par l'État. Et c'est un parcours de 200 heures en alternance. Et du coup, ils peuvent continuer leur progression donc, sur nos métiers tout au long. C'est un parcours aujourd'hui qu'on fait évoluer au fur et à mesure aussi pour répondre à nos enjeux et aux besoins de nos clients. Aux besoins en compétences Oui. d'Engie Solutions et aux besoins en réponse à des métiers en tension. Exactement, oui. Et donc, on est depuis 2021, on a certifié plus de 300 salariés. Alors, vous annoncez un taux de réussite à 80-85% des qualifications reconnues. Quelle est la suite maintenant? On évoquait l'année européenne, c'est pas un one-shot. Là, vous avez obtenu cette labellisation pour ces deux parcours. C'est quoi la suite maintenant? On a continué, j'ai même envie de dire qu'on a accéléré. Début mars, on a relancé des dispositifs de POE et cette fois, on a industrialisé le schéma parce qu'on a lancé en simultané à Lille, Île-de-France et Marseille. Il y a 56 demandeurs d'emploi qui ont initié ce parcours avec le but d'une embauche après la période estivale. Pour arriver à 56 demandeurs d'emploi, je voudrais quand même dire que c'est un gros travail parce que c'est plus de 30 000 demandeurs d'emploi visés, c'est plus de 300 entretiens, environ 7 réunions collectives pour accompagner, présenter nos métiers, l'entreprise, faire comprendre la démarche. Donc c'est quand même un gros travail de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs. Donc ça, c'est sur la partie demandeurs d'emploi. Et sur la partie des parcours certifiants, nous avons lancé 70 parcours, une promotion de 70 parcours là, au cours du premier trimestre. Donc 35 parcours certifiants et 35 parcours qui ne sont pas reconnus par l'État, mais qui sont labellisés. On parlait tout à l'heure de l'importance de badger, de labelliser. Donc là, c'est des parcours qui sont labellisés NJ Solutions sur des parcours verts, donc des parcours dédiés aux énergies renouvelables. Merci. Une dernière petite question. Donc, on l'a vu, vous avez mis en image ce principe de la labellisation des projets, le fait d'utiliser des dispositifs nationaux. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette labellisation? Qu'est-ce que vous alliez chercher avec elle? Ce qu'on allait chercher, je ne sais pas, je vais reprendre vos mots, la gloire, non, sérieusement, non, on allait rechercher quand même une reconnaissance en interne et en externe aujourd'hui des dispositifs qu'on mettait en œuvre, parce qu'effectivement, ces dispositifs permettaient déjà d'avoir des financements, il y a déjà des financements via différents dispositifs qu'on peut mobiliser, et on allait aussi chercher l'attractivité, aujourd'hui faire connaître et reconnaître nos actions, parce que je pense qu'au sein d'une direction des ressources humaines, la partie de développement des compétences est un acte fort et un lien sur la marque employeur, la fidélisation et l'attractivité de nos métiers, aussi bien chez les jeunes, on voit avec les stages de seconde, que l'alternance, que les personnes en poste. Merci beaucoup pour ce témoignage qui illustre bien ce passage de la labellisation du principe d'une année européenne, en l'occurrence ici des compétences, et des suites, bien entendu. Ce n'est pas un one-shot. Je me tourne maintenant vers notre deuxième intervenant, à savoir Monsieur Étienne Martin. Vous êtes adjoint au DGA du pôle formation professionnelle et apprentissage de la région Île-de-France. Donc une région témoigne ici. Région et compétences, un thème qui a déjà été évoqué par Monsieur David Margueritte, et on va donc aller un peu plus loin. Il a repris notamment le fait que les régions investissent depuis longtemps et continueront à le faire dans les compétences. Comment cela se traduit-il en Île-de-France? Quelle est la stratégie ou les enjeux portés par la région? Bonjour à tous. Juste déjà pour poser un peu le cadre, je n'étais pas là pendant l'intervention de M. Margueritte, mais je pense qu'il n'a pas forcément évoqué. Les régions, c'est vraiment les demandeurs d'emploi. L'effort des régions, c'est sur les compétences des demandeurs d'emploi. Ça, juste déjà, premier cadre. Il y a un chiffre qui est aussi important. Alors, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais c'est quand même honnêtement important dans l'analyse. C'est le taux d'accès à la formation. Un salarié en France, un salarié sur deux accède à une formation dans l'année, sur les 12 derniers mois. Ça, c'est le chiffre de 2017. Pour les demandeurs d'emploi, c'était 1 sur 10. Donc, c'est-à-dire qu'on forme, en gros, 5 fois plus les salariés que les demandeurs d'emploi. Bon.
Ça, c'était un chiffre extrêmement important. Donc nous, la région, on s'efforce à réduire cet écart et surtout en augmentant le taux d'accès à la formation des demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Aujourd'hui, depuis 5 ans, on a quasiment doublé ce taux d'accès à la formation globalement au national et en Île-de-France. On est passé du coup de 1 sur 10 à quasiment 1 sur 5. Ce qui est toujours trop peu. Hein. Et donc pour ça, la région, entre 2018 et 2023, a mis un budget entre 600 millions d'euros et 1 milliard d'euros sur la formation des demandeurs d'emploi, et particulièrement avec un recentrage sur les secteurs en tension. Donc, bon, je ne vais pas les citer, il y en a qui varient en fonction des régions. Globalement, il y a une grosse dizaine de secteurs en tension en Île-de-France. On a vraiment recentré notre offre de formation sur ces secteurs-là. Et après, globalement, en termes, je vais redonner un petit chiffre, désolé. Globalement, sur cette période-là, l'Île-de-France, en tout cas les formations région financées par la région en Île-de-France, c'est chaque année 75 000 bénéficiaires, demandeurs d'emploi, de ces formations-là. Alors, toutes ne sont pas dans les secteurs en tension, la majorité le sont, mais pas toutes. Et certaines aussi concernent ce qu'on appelle des savoirs de base, qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment éloignées de l'emploi, qui, avant même de développer des compétences dans un secteur, des compétences qualifiantes, doivent réapprendre des connaissances, on va dire, de base, on va appeler ça des soft skills particulièrement, mais aussi parfois des connaissances autour de la langue française, parce qu'on a aussi un gros sujet sur l'apprentissage de la langue française. Voilà, les savoirs de base, savoir, enfin, lire, écrire, compter. Et après, seulement, ils pourront rejoindre une formation qualifiante. Donc c'est sur ces deux aspects-là que la région a travaillé, aussi dans l'objectif de vraiment viser les personnes les plus éloignées de l'emploi. Je pense que vous connaissez tous la théorie Insiders, Outsiders. L'idée, c'est vraiment de ne pas s'attaquer tant au flux de personnes qui sortent et qui rentrent sur le marché du travail, mais qui globalement ne restent pas forcément très longtemps en tant qu'inscrits à Pôle emploi / France Travail, et plutôt de s'intéresser au stock, c'est-à-dire les personnes qui sont totalement outsiders et qui, peu importe la conjoncture économique, ont franchement du mal à trouver un emploi. Et évidemment, ça concerne particulièrement les personnes peu qualifiées, qu'on va établir, on va dire, autour d'un niveau bac, infra-bac, même parfois bac plus 1, voire bac plus 2, pas toujours obtenu. Voilà. Donc c'est vraiment ces publics-là que la région Île-de-France cible, en plus des publics, mais c'est toujours très lié, des publics qui résident dans les QPV, quartier politique public de la ville, et en ZRR, donc les zones rurales à revitaliser. Donc ça, c'est vraiment l'intervention de la région un peu schématique et globale sur ces dernières années, qui a permis globalement sur chaque année de bénéficier à 75 000 demandeurs d'emploi. Merci. Donc on voit en effet une volonté et un choix d'aller non pas vers les demandeurs d'emploi, puisque ça c'est, on va dire, la règle, de former ces publics-là, mais d'aller vers les publics les plus éloignés, ce que certains appellent les invisibles, aller les chercher, et notamment en connaissant la région Île-de-France, on voit automatiquement quelles sont des parties du territoire qui peuvent être visées. C'est une volonté là d'aller rechercher les plus éloignés. Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte, par ailleurs, on parle beaucoup de demandeurs d'emploi, que ça. Nous, en fait, on utilise plutôt le terme de personnes en recherche d'emploi, parce qu'il y a une partie non négligeable, alors c'est pas la majorité, mais une partie non négligeable, des personnes qu'on retrouve dans nos formations qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi / France Travail, et qui, en fait, sont en dehors des radars classiques. Mais quand je dis pas inscrit à Pôle emploi, c'est que si souvent pas inscrit en mission locale ou pas inscrit dans les Cap emploi, enfin en gros dans le service public de l'emploi et de l'insertion. Et donc ces gens-là, pour venir les chercher, c'est très 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 compliqué. Et par ailleurs, le Covid n'a pas aidé, parce que du coup, voilà, on a tous connu le Covid. Et pendant 2-3 mois, quand tous les organismes de formation, toutes les associations de quartier ou les associations locales doivent fermer le rideau, et bien pour retrouver ces personnes-là avec 2 mois de coupure, c'est très compliqué. Donc on
on passe beaucoup par des appels à projets pour encore amplifier notre action sur cet aspect-là, pour toucher ces personnes-là. On finance du coup des associations locales, des associations de quartier. Et puis aussi, comme vous le savez, les régions achètent de la formation via la commande publique, donc via des marchés. Et dans nos marchés, on a donné des objectifs très clairs aux organismes de formation sur des parts de public qu'ils doivent accueillir dans leurs entrées en formation. Donc on leur donne un objectif à atteindre. Je vous donne un exemple. Par exemple, 55% de personnes bénéficiaires du RSA. Ou alors 30% de personnes résidant en QPV. L'idée, c'est pas non plus que ce soit que des personnes en QPV qui soient dans la formation, dans la session de formation de 12, etc. 12 personnes. Et en fait, une part de la rémunération des organismes de formation est liée à l'atteinte de ces objectifs. Donc voilà, l'idée, c'est de ces deux leviers-là, les appels à projets via des organismes un peu, on va dire, non habituels du SPI, du service public de l'emploi et de l'insertion, et puis surtout la mise en place d'objectifs aux organismes de formation qui sont vraiment les entités qui mettent en place la politique régionale de formation professionnelle sur le terrain. La région Île-de-France figure parmi celles qui ont fait labelliser des projets, tout comme la région Centre ou la région Grand Est. Qu'est-ce que cela représentait pour vos régions, hein, et quelle approche européenne en matière de compétences? Je vais recommencer par un chiffre. J'avais dit en 2017, donc, un demandeur d'emploi sur 10 en France accède à une formation dans l'année. Si on prend l'exemple des pays nordiques, on prend souvent exemple sur les pays nordiques, ou l'Allemagne, on est globalement à un demandeur d'emploi sur 4, voire même sur 3, ça dépend. Donc déjà, à l'échelle européenne, on n'est quand même pas très bon en France là-dessus, même si on a augmenté du coup entre 2017 et 2022. On a encore du travail pour essayer de rattraper le retard sur ces pays-là qui connaissent des taux de chômage très très faibles. Donc ça, c'était juste l'analyse au niveau européen. Et donc, il y a clairement des disparités au niveau européen sur la formation et le mode d'emploi. Et donc, cette année aussi européenne de la compétence avait aussi pour objectif, en tout cas dans l'esprit de la région, d'essayer de prendre exemple sur ces pays-là et, dans une moindre mesure, d'essayer de rattraper ce retard. Donc, la région a labellisé beaucoup de projets, notamment dans la formation et le demandeur d'emploi, particulièrement sur les secteurs de la transition énergétique et du numérique. Donc, je ne vais pas lister parce qu'en fait, en citer quelques-uns, ça veut dire oublier quelques autres. Donc, du coup, je vais éviter. Mais voilà, il y a eu beaucoup de projets qui ont été labellisés et sur ces secteurs-là. Un point aussi extrêmement important dans la labellisation, enfin, un facteur important dans la labellisation de ces projets, c'était la sensibilisation des bénéficiaires de ces dispositifs au fait que ce soit de l'argent public ou européen qui finance leur formation. Parce que ça, du coup, dans la tête des bénéficiaires, notamment des demandeurs d'emploi ou des personnes en recherche d'emploi, c'est pas toujours très clair. Qui finance ma formation? Pôle emploi, le département, la région, même si département, région, État, pour eux, c'est la même chose. Enfin, voilà, soyons clairs. Et donc, l'idée aussi, c'était à travers ces projets-là, de sensibiliser au fait que c'est bien de l'argent public qui leur permet de se former pour trouver un emploi, notamment dans les secteurs en tension. Vous avez fait passer un message, donc. Non, mais c'est surtout, voilà, une nouvelle fois, les demandeurs d'emploi ne savent pas qui finance leur formation, ne savent pas qui finance le conseiller qui est en face d'eux. Et je crois qu'il y a un petit effort à faire de chacun, mais particulièrement de la région, hein, de communication sur c'est bien les fonds publics, et donc des taxes et des impôts, hein, in fine, qui financent votre formation pour que vous puissiez trouver un emploi le plus rapidement possible. Une dernière question, avec une réponse rapide peut-être. Nous sommes dans une année particulière, donc avec cette année européenne des compétences, mais également pour la France et pour la région Île-de-France, c'est l'année des JO. Quelle implication ou action de la région Île-de-France en la matière, toujours sur la thématique des compétences, hein, qu'est-ce que ça apporte et est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Donc je vais répondre rapidement à cette question. Ouais. C'est la gageure. Bon, en fait, ça a amplifié des secteurs en tension qu'on avait déjà ciblés comme étant secteurs en tension, mais là, en gros, secteur en tension plus, quoi.
Donc sur la période 2020-2022, on va dire, le secteur en tension lié au JO, c'était le BTP, globalement. On n'entendait que parler de ça. Il faut former beaucoup de personnes sur le BTP, et c'est ce qu'on a fait. Et puis là, depuis, on va dire, un an et demi, c'est la sécurité. Donc là, tout le temps, il faut former des agents de sécurité privée. C'est pas très clair les besoins qui étaient estimés par la préfecture, mais globalement, il y avait besoin d'avoir 40 000 agents de sécurité en plus que ce qu'il y avait déjà. En gros, là, de manière un peu en rythme de croisière. Et donc, la préfecture a donné un objectif de former beaucoup plus de personnes à la région et à Pôle emploi France Travail jusqu'à mai-juin 2024, parce que c'est des formations qui sont globalement assez courtes. Enfin, ça va de 1 mois à 3 mois. Et donc, voilà, de vraiment élargir le périmètre des potentiels bénéficiaires de ces formations pour vraiment industrialiser la formation dans le domaine de la sécurité. Donc ça se traduit par des réunions quasiment mensuelles avec le préfet sur ces aspects-là. Donc là, actuellement, c'est vraiment la formation sur la sécurité. Et avant, c'était sur le BTP. Il y avait un autre secteur aussi extrêmement important qu'on appelle trivialement HR, mais du coup, hôtellerie, café, restauration, enfin, avec l'accueil globalement aussi. Et donc, sur ce secteur-là aussi, il y a eu une grosse accélération de la région en lien avec les services de l'État et donc déconcentrés, donc la DRIETS aussi. Et voilà, alors, on espère, et a priori, on va remplir les objectifs qui nous sont alloués, notamment sur la sécurité. Après, tout ne dépend pas de nous, c'est-à-dire qu'il faut trouver les personnes qui veulent travailler dans la sécurité. C'est un secteur qui n'est pas forcément très attractif, que ce soit par les salaires ou par les conditions de travail. Et donc, après, nous, on forme massivement. Après, derrière, il faut que les gens aient envie de continuer à travailler dans la sécurité. Et il faut aussi que les entreprises, notamment attributaires des marchés publics du comité olympique, trouvent les personnes et embauchent les personnes nécessaires pour répondre à ces objectifs. Et ça, c'est plus de notre ressort. J'ai essayé d'être court. Merci pour avoir respecté le souhait. Je me tourne maintenant vers Monsieur Pierre Courbebesse, l'un des représentants des partenaires sociaux, si je puis dire. Donc, vous êtes coprésident de la commission éducation-formation au MEDEF. Le MEDEF a lui aussi déposé un grand nombre de projets, tant au niveau national qu'au niveau régional. J'oserais presque dire pourquoi un tel engouement, mais surtout, est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples de ces projets labellisés? Sur les projets labellisés, l'axe était le suivant, c'était nous avons des clubs DRH dans les MEDEF territoriaux ou régionaux. Et c'était de faire prendre en compte la nécessité de la question de la compétence et de la mobilité européenne, le rôle de la mobilité européenne, tout simplement auprès des entreprises elles-mêmes et de s'investir dans l'écosystème de formation locale. Alors, je ne vais pas les citer. Déjà, mon collègue de la région a cité des régions qui étaient déjà fortement impliquées. Il y a CVL, Centre Val-de-Loire, il y a la Corse, tout court. Voilà. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le MEDEF a toujours été très engagé sur la question de la construction européenne. Ça fait partie de son ADN. Ça fait partie de son ADN. Et vous avez pu voir que dans le cadre du débat démocratique qui va se passer avec les élections européennes, nous avons à la fois organisé des débats en région sur la question de la construction européenne, d'accord ? Au niveau national, dernièrement, la presse l'a repris. À Bruxelles, on a d'ailleurs commencé, j'aurais dû dire, à Bruxelles au mois d'octobre, et nous avons en cours, avec les différents patronats européens, des débats dans différents pays de l'Union européenne. À peu près tous les patronats d'Europe,
alors dans leur diversité, hein, ce n'est pas un monde uniforme, participent donc à ces débats. Pour l'avenir, puisqu'on clôture, il faut qu'on parle aussi, on peut parler du passé, on peut parler des belles réalisations et tout. Je reviendrai un peu sur la question du passé. Pour l'avenir, nous, on dit 20% d'apprentis doivent bénéficier d'une mobilité dans les prochaines années, d'une mobilité européenne. C'est notre axe. Hein, c'est-à-dire qu'on doit à tout prix résoudre la question, on a résolu par le projet de loi la question de la sécurité sociale et de la couverture. Maintenant, il faut qu'on résolve le problème des rémunérations quand il s'agit des petites et moyennes entreprises, puisque dans les grands groupes, ça peut se faire de filiale à filiale à travers les pays. Pour nous, il y a une solution. C'est le jumelage des organismes de formation, des CFA et des écoles. C'est-à-dire que quand 20 apprentis partent, qui sont suivis par un organisme ou un CFA dans notre pays, il y ait une réciprocité. Je pense qu'on ne sortira de la question du salaire des apprentis. Je m'adresse bien à la question des apprentis parce que le problème, il n'est quand même pas du tout le même que les étudiants ou les demandeurs d'emploi qui bénéficient d'un statut autorisé ou pas autorisé selon les agences de paiement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Donc, voilà notre proposition. Moi, c'est un appel que je lance ici à tous les opérateurs, aux prescripteurs, qu'ils soient publics, associatifs, privés, sur la question des apprentis. Hein. Donc, voilà ce que je voulais dire en entrée, et puis en ce qui concerne notre... En entrée par rapport donc à ces projets labellisés, parce que vous avez déjà commencé à l'évoquer, la question de l'Europe est importante pour le MEDEF. Si je comprends bien, donc des messages seront transmis ou passés aux entreprises pour faciliter cette mobilité. Mais selon vous et selon le MEDEF, donc... quels sont les apports véritablement de l'Europe en matière de formation professionnelle? Est-ce que les Français s'en emparent suffisamment? Vous posez une question, c'est plutôt un citoyen qui va vous répondre sur cette question-là. Moi, je pense que de manière insuffisante. Hein, de manière insuffisante. D'abord, on pense que la mobilité est importante pour les soft skills. C'est-à-dire que c'est un moyen, par l'approche de la différence, de l'autre, du voyage, de pouvoir évoluer. C'est un acte éducatif fondamental dans l'insertion professionnelle elle-même, tout court. Alors la question après de la construction de l'Europe, nous on propose 30 mesures, mais qui sont évidemment du champ de nos domaines et de nos prérogatives. Prérogatives, c'est peut-être un mot un peu fort, mais on fait 30 propositions qui vont de la construction, qui est l'élaboration de marché des capitaux, en passant par la souveraineté, etc., énergétique et autres. La question de la compétence est pour nous cruciale. Bon, on est tous d'accord ici qu'une des sources de la croissance, c'est l'augmentation de la compétence. Une des sources de l'augmentation de la productivité d'un pays, c'est l'augmentation du niveau général du pays et d'éducation. Aujourd'hui, c'est en quoi j'essaie de répondre à votre question sur la question de la compétence. C'est crucial, tout court, que ça soit à toutes les tailles d'entreprise elles-mêmes. Voilà. Au-delà des politiques sociales, au-delà des questions d'attractivité et autres. Le défi démographique dont on a parlé tout à l'heure, en partie, il peut se résoudre par la question des compétences, tout court. Hein, je dis bien en partie.
Donc, si on poursuit dans cette logique, en effet, le MEDEF donc, va investir ou investit, ou en tout cas incite à investir dans les compétences. Et si j'entends bien, c'est bien tout au long de la vie, un investissement y compris du côté de la formation initiale, de l'éducation et de la formation continue. Les deux sont complémentaires et pour vous, c'est une approche de formation tout au long de la vie. Alors d'abord, le nouveau président du MEDEF, Patrick Martin, qui m'a confié cette commission, il y a quand même un objectif majeur aujourd'hui pour le MEDEF, c'est la connaissance de l'entreprise dans le domaine de la formation initiale. Nous prenons à bras-le-corps la question des stages, qu'a parlé tout à l'heure le président David Marguerite. Je pense que quand même, d'abord, premièrement, beaucoup de ces choses-là, beaucoup de la question des stages, notamment des stages de seconde et autres, c'est une question quand même de proximité régionale. Pour nous, c'est d'abord les MEDEF territoriaux, mais aussi les branches structurées au niveau régional. Nous investissons la question de l'orientation professionnelle. L'entreprise est quand même un grand témoin de la question des métiers, quoi. C'est-à-dire que qui est mieux à même de parler des métiers que l'entreprise elle-même. Donc ça, c'est un sujet. Et le troisième point important sur la formation initiale, c'est la carte des formations et la carte régionale des formations, où là, on n'a souvent pas droit au chapitre. Et là, ça ne va pas du tout. Qui est mieux placé que nous pour évoquer la question des besoins des entreprises, les évolutions futures des entreprises elles-mêmes. Alors, formation continue et formation initiale. Moi, je dirais que tout ça est un continuum aujourd'hui. S'il n'y a pas de bonne formation initiale, on aura des difficultés à faire du rattrapage avec uniquement la formation continue. Il faut être sûr, tout ça, c'est du bon sens. Et vice-versa, il faut que la formation initiale prépare aussi à la formation continue. On a à faire évoluer à la fois les esprits, les entreprises elles-mêmes sur cette question-là. Bon, moi je vous dis tout de suite, on n'a pas de complexe au MEDEF sur la question de la formation continue. Qui a fait l'accord de 69 sur la formation continue? C'est les partenaires sociaux. L'État est venu avec la loi de 71. Ensuite, booster la question, tout court. Se pose la question aussi de l'efficience. On a vu qu'on était à peu près, je crois qu'il y a un orateur tout à l'heure qui l'a bien dit, on est à peu près, on n'augmente plus le taux d'accès à la formation continue. Ça reste à peu près stable. Quand on regarde Eurostat, je parle d'Eurostat. En France, on est à peu près au même niveau d'ailleurs. Par rapport à ça, quand on regarde par rapport à évidemment l'Europe du Nord et autres qui ont d'autres cultures aussi, il faut le dire, il faut qu'on se pose la question de l'efficience, de l'évaluation, la question de la qualité de la formation elle-même, tout court. On a peut-être dans nos concitoyens aussi un problème d'appétence. On a un problème qu'il faut souligner. Alors moi, je voudrais, en conclusion de mon propos, vous parler de la question de la certification. L'Europe apporte une ingénierie énorme en matière de formation qui est inexploitée par les appareils de formation en France. Inexploitée. Où on reprend, par exemple, la question des compétences clés, dont on a parlé tout à l'heure, et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une norme à la compétence clé
en créant des diplômes et autres. On recomplexifie quelque chose. Moi, j'ai vécu des régions qui avaient installé les compétences clés, et à un moment donné, on leur a dit il faut retirer les compétences clés et maintenant faire tel type de certification par rapport à ces niveaux de formation. Ahurissant là-dessus. Et le dernier mot. Hein. Le dernier mot, c'est les badges. Je pense qu'en matière de certification, il faut qu'on prenne en France le virage des badges. Et là, je parle en tant que représentant des entreprises. Comment voulez-vous que les entreprises identifient les compétences des individus, des salariés et autres? Comment voulez-vous que les salariés, les demandeurs d'emploi identifient leurs compétences? Toutes les questions qui touchent au passeport des compétences, aux badges, qui sont finalement une identification numérique des compétences, excusez-moi du terme peut-être, tout court, nous devons le prendre à bras-le-corps. Merci pour ces informations. Beaucoup de sujets ont été évoqués, des questions également en suspens. Je me tourne maintenant vers Monsieur Laurent Escure. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA. On ne présente plus l'UNSA non plus ici, hein, l'Union nationale des syndicats autonomes. On va dire le côté salarié, après avoir entendu Monsieur Courbebesse. Le lien avec les compétences est, je vais dire, presque facile à faire avec votre organisation, puisque vous défendez le droit à l'emploi, et automatiquement on fait le lien avec la formation et les compétences. Quels sont les enjeux véritablement aujourd'hui pour l'UNSA en matière d'acquisition ou de développement des compétences ? Bonjour, merci à toutes et à tous, merci à Centre Info pour cette initiative. Et le plaisir de retrouver cette salle, pour moi, pour la première fois 34 ans après. Et la dernière fois, c'était déjà pour une initiative européenne, c'était une réunion d'étudiants venus de toute l'Europe cherchant à élaborer des droits et notamment soit la formation. Voilà. Mais c'était une autre vie, un autre engagement. Mais c'était déjà dans le cadre européen et sur la question des formations et des parcours. Pour l'UNSA, nous, on a le sentiment qu'on a besoin de plusieurs chocs. Pas trop celui des savoirs, qui est très à la mode actuellement dans les médias et dans les discours du gouvernement, mais celui, en effet, des compétences, celui de la prise à bras-le-corps des transitions, celui du management, je vais m'arrêter un instant sur ça, et celui de l'épanouissement des salariés. Des salariés épanouis, c'est des salariés productifs. Et nous, à l'UNSA, on n'a pas peur du mot de productivité, qui est souvent cousin avec la question des compétences, parce que la France est souvent à la traîne des standards européens en termes de productivité, pour deux raisons. La question d'une adéquation des compétences aux emplois, aux métiers, et la question, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de compétences, mais ce n'est pas les bonnes au bon moment. Et la deuxième, c'est la question du management. Et les deux sont liés. On aura un besoin très important dans la formation professionnelle tout au long de la vie, de former non seulement les salariés, mais parmi les salariés, lorsqu'ils sont salariés, les managers. Parce que si on n'a pas un accompagnement, et le Covid a été un grand révélateur de ça, d'un management qui soit moins vertical, plus horizontal, plus dans la confiance, non seulement on ne donnera pas envie aux salariés de s'investir dans leur boulot, mais on ne leur donnera pas non plus envie de se reconvertir, de se former, de s'adapter, de s'ajuster, à la fois pour eux et pour les besoins de l'économie et de la production. Et on a un besoin central parce qu'on fait partie, nous, l'UNSA, de ceux qui, parmi les syndicats, on est nombreux, hein, et notamment dans la Confédération européenne des syndicats, disons que pour fabriquer des droits pour les salariés, il faut d'abord produire de la richesse. Et que pour produire de la richesse, après on discutera et on ne sera peut-être pas tous d'accord sur comment on la répartit, en part plus ou moins égale. Mais si on ne produit pas de richesse, on ne peut pas produire de salaire, on ne peut pas produire de droits sociaux, on ne peut pas produire de protection sociale. Et donc on a un besoin de productivité. Et la question des compétences est centrale pour la question de la productivité. L'intelligence artificielle, pour prendre une des transitions, enfin, un des éléments des transitions numériques, ou la transition écologique, mais l'intelligence artificielle va sans doute
détruire des emplois, en tout cas modifier considérablement les métiers et les emplois, et demandant pas forcément moins d'emplois, mais des emplois complètement d'un autre niveau. Et sans doute libérer du temps pour les salariés, mais qui leur demanderont beaucoup plus de compétences pour pouvoir se servir de l'intelligence artificielle, qui ne doit pas être forcément crainte, mais doit être accaparée à la fois par l'entreprise et le salarié. Si on n'a pas ça, on n'arrivera pas à avoir cette productivité dégageant des marges de manœuvre pour la compétence. Une conviction que je veux livrer, il a été question d'argent public. Je pense qu'il y a deux éléments clés, en dehors des opérateurs, du choc de simplification sans doute aussi. Je rejoins M. Marguerite sur ce sujet. On a deux certitudes à l'UNSA sur le fait qu'on a besoin qu'il y ait une mutualisation des moyens, qu'ils soient d'origine publique ou privée, pour fabriquer ce développement de la compétence tout au long de la vie. Et ça peut être par les opérateurs. On a besoin de cette mutualisation, sinon les petites entreprises auront du mal à accompagner leurs salariés, par exemple, ou les secteurs en difficulté, il n'y a pas que les petites entreprises. Et on a besoin d'argent public, une mobilisation de la puissance publique, quel que soit son niveau, au niveau européen, au niveau national, au niveau des collectivités. On a besoin de la puissance publique pour projeter, faire de la prospection et pour pouvoir anticiper les besoins de formation qui doivent s'ajuster. On ne peut pas anticiper à 10 ans, donc la formation initiale doit prendre en compte l'incertitude et la formation professionnelle doit être en capacité de réagir avec une prospection qui soit financée par l'argent public. C'est un choc d'argent public. Certains pensent qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol, souvent les médecins, et il y a certains qui pensent qu'il y a du bon et du mauvais argent public. Je pense que nous, dans l'argent public, tout ce qui fait du commun et tout ce qui fait de la performance, à la fois sociale ou économique, c'est du bon argent public. Et on en a besoin cruellement dans la question des compétences. Merci pour ces premiers propos. On entend le besoin en compétences, donc alliés salariés et managers. Vous avez commencé à évoquer cette question de la prospective, de la définition des besoins de demain, des besoins en compétences. On évoque depuis ce matin les métiers en tension, les métiers émergents aussi. Comment votre organisation contribue ou entrevoit ce travail de prospective? Vous venez d'évoquer les financements, hein, mais au-delà de cela, on a évoqué la thématique de l'orientation. Comment vous positionnez-vous dans tout cela? Alors, on a lancé un chantier Parlons Travail entre nous pour regarder toutes les problématiques qui sont percutées sur le monde du travail de tous ces domaines. Bon. Et on cherche d'abord, on n'a pas forcément la réponse tout seul. Donc on est ravi de participer à ce type d'initiative ou de collaborer avec des chercheurs, des personnes de différents horizons, pour à la fois détecter ce que nous remontent nos représentants de terrain, mais aussi essayer d'anticiper des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il faut balayer parfois des idées reçues. Je parlais de l'intelligence artificielle, je m'y arrête encore un instant. Il y a des métiers où, je pense, les salariés peuvent s'épanouir plus. On le voit comme un danger pour son emploi, mais on peut s'épanouir plus. Je pense qu'il sera plus agréable, je prends un métier particulier, celui de journaliste. Je pense qu'il sera plus agréable pour un journaliste de passer son temps à investiguer et à croiser des informations et des témoignages plutôt qu'à étudier des centaines de milliers de lignes de données statistiques. Et que donc, si l'intelligence artificielle peut l'aider dans son métier sera d'un meilleur niveau et il prendra plus de plaisir à l'exercer. Donc on a ce rapport à une exigence d'accaparer l'incertitude. Et je reviens à la formation initiale. Si on fait une formation initiale trop panglée sur les besoins du moment, 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, on est à nouveau en retard. Donc on a un besoin d'une formation initiale de haut niveau, et notamment pour les compétences de base. Le socle des compétences exigé par toute une génération passant par la formation initiale, à partir de la fin de la troisième pour faire court, ou 16 ans pour la fin de la scolarité obligatoire. On le doit à la société, on le doit comme un droit démocratique pour les personnes, mais on se le doit pour les performances économiques. Si on ne le fait pas, on a des personnes qui sortent
1 sur 5 avec pas de compétences et pas de qualification du système scolaire, qu'on retrouve dans les zones enquistées des éloignés de l'emploi et de la capacité à en avoir un. Et on les retrouve aussi, pour certains d'entre eux, en situation d'illettrisme, alors que quand ils étaient dans le système scolaire, ils savaient lire. Mais comme leurs compétences de base ne sont pas mobilisées par leurs premières expériences professionnelles, eh bien ces personnes-là, malgré elles, n'ayant pas besoin de lire ou d'écrire dans leur métier, se retrouvent quelques années plus tard à nouveau illettrés. Et donc on a un besoin d'un cousinage et d'un choc de proximité entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation initiale, et entre la formation initiale et la formation tout au long de la vie. Merci. Une dernière question et une réponse rapide. On est dans cette table ronde compétences et année européenne. Quelle approche européenne pour l'UNSA à travers ses compétences? L'UNSA a, elle aussi, dans son ADN, je ne sais pas si on en a un, en tout cas peut-être qu'on l'a en commun avec le MEDEF, la question de l'Europe. Peut-être pas sur d'autres sujets, mais au moins sur celui-là, on peut l'avoir. On était au congrès de la Confédération européenne des syndicats à l'ouverture de cette année des compétences à Berlin, et où on a, avec la Commission européenne, travaillé le syndicalisme européen sur cette question. Parce qu'on sait que si ce n'est pas au niveau de l'Europe qu'on fabrique une zone d'excellence des transitions, on sera déclassé. Je parle des pays européens, on sera déclassé au niveau de la compétition mondiale, et donc les salariés qui vont avec seront eux-mêmes déclassés. Donc on a un attachement à la fois humaniste sur la question européenne, social, parce qu'on pense que c'est une zone qui doit être une zone d'excellence du droit social, et un attachement pragmatique sur le fait de la performance économique européenne. Et puisque ce n'est pas one-shot, c'est ce que vous vouliez dire, je veux faire un parallèle. Je pense que cette année était très importante, même si on ne peut pas que l'isoler, parce qu'elle donne de la visibilité à ce sujet. De la même manière, permettez-moi cette comparaison, qui du coup n'est pas forcément toujours très heureuse quand on se livre à des comparaisons, mais chaque année, on a un 8 mars. Et le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et on se dit qu'à cette occasion, il y a des manifestations, on se saisit du sujet, on rappelle à quel point les droits ne sont pas gagnés, toujours, ou ne sont pas acquis, et qu'il faut continuer. Ce n'est qu'une journée sur 365. Mais cette journée, elle sert à révéler. Et pourtant, la bataille du droit des femmes, comme du choc des compétences, c'est une bataille qui doit être permanente, tous les jours, au quotidien, et plusieurs années de suite. Sans doute, puisque si la transition écologique, on a inventé, nous, l'Europe, et parmi eux, une partie des Français, la question de la formation tout au long de la vie, la question écologique nous amène à se dire que tout au long de la vie, tant qu'il y en a, que donc la transition écologique doit nous être aussi au cœur de ces questions de compétences, parce que c'est un défi, pas seulement économique, mais également pour la vie, la biodiversité elle-même. Voilà. Merci. Une dernière question, peut-être je vais m'adresser à Marianne de Brunoff, puisqu'on arrive à la fin de cette séquence. On vient d'entendre donc différents propos, différentes interventions et implications sur la thématique des compétences. C'est quoi le demain? Est-ce qu'on est véritablement dans une logique on va dire, d'articulation des actions des uns et des autres, et que peut-on attendre au niveau de l'Europe comme au niveau français pour le développement des compétences? Je répondrai peut-être pas à l'ensemble de cette vaste question. Je voudrais juste souligner déjà qu'au départ, les objectifs de l'année européenne, c'était de limiter ou de mieux envisager les conséquences économiques des transitions, mais aussi les conséquences sociales. Et ça, il y a été fait allusion plusieurs fois. La question des métiers de demain, la question de la formation en situation de travail, c'est une question qui relève des entreprises, mais aussi des salariés. Il nous semble que la question du dialogue social, qui a aussi beaucoup été évoquée au niveau européen, est un fil conducteur pour la suite et qui est extrêmement important pour la formation, pour la motivation des personnes à se former et pour faciliter leur parcours professionnel. Donc ça va être un thème qui est soutenu par l'Europe et qui va, je pense, continuer de l'être.
Le deuxième point peut-être à souligner, c'est l'importance d'une mobilisation à tous les niveaux, européen, au niveau national et puis au niveau local, l'action des régions, l'action des entreprises au niveau local en lien avec les personnes employées pour travailler à résoudre cette question des compétences. Et je voudrais aussi souligner en dernier point une question qui a traversé pas mal nos débats, cette question des métiers et de l'attractivité des métiers et comment fait-on pour non seulement former, mais aussi maintenir en emploi les personnes. C'est déjà une question clé aujourd'hui, d'où l'importance de penser compétences et aussi de penser passerelle entre emplois. Comment fait-on pour valoriser, pour mieux accompagner les personnes? C'est l'objet, par exemple, d'un dispositif comme le Conseil en évolution professionnelle, qui est mal connu, mal utilisé, et sur lesquels il faut continuer d'agir. Donc voilà, on a quelques pistes pour les 10 ans à venir, je pense. Voilà. Merci, Madame de Brunhoff, pour ces mots de conclusion. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leurs propos et surtout pour avoir contribué à ce jeu de questions-réponses pour promouvoir